Merci beaucoup. Bonjour à tous. Ça me fait plaisir de vous retrouver après 2 mois. Comme vous savez, j'ai eu des petits problèmes de santé, mais je peux vous assurer qu'aujourd'hui, je vais parfaitement bien. Et je suis de retour cette semaine, donc en plein cœur de l'action, alors qu'on est à quelques jours de potentiels tarifs imposés aux produits canadiens sur le marché américain. Et je voulais présenter aujourd'hui 3 solutions face à cette crise dans laquelle le Québec et le Canada sont plongés, parce que ça nous semble important qu'on agisse de façon positive, c'est une période importante pour le Québec et le Canada, puis dans toute crise, il y a toujours des opportunités à saisir, et celle-là n'en fait pas défaut. La première, je pense que ça nous permet de revisiter certaines décisions qu'on a prises, notamment par rapport à notre autonomie énergétique. Vous savez que le gouvernement Legault était un gouvernement qui était pour l'autonomie énergétique à une certaine époque. Vous savez qu'ils ont pris 3 décisions importantes qui ont diminué l'autonomie énergétique du Québec, notamment l'abandon de GNL Québec au Saguenay et aussi le fait de ne pas exploiter le gaz naturel sur le territoire québécois. 15 % de l'énergie qu'on consomme, c'est du gaz naturel. Le Québec, aujourd'hui, importe 100 % de son gaz naturel de l'étranger. Une partie importante vient des États-Unis, de la Pennsylvanie, pour ne pas le nommer, l'État. Donc, c'est important pour nous que le Québec réaffirme son autonomie en matière énergétique et qu'on aide aussi le Canada, notamment par le passage de l'éoduc à désenclaver l'Alberta pour ne pas être dépendante, elle aussi, du marché américain. La deuxième chose qui nous semble importante actuellement, c'est les barrières interprovinciales. On parle des tarifs de M. Trump, mais nous-mêmes, on s'inflige des tarifs entre provinces alors qu'on est dans un pays uni. Et on parle de ce qui se passe avec le commerce au sud de nos frontières, mais il faudrait parler aussi de ce qui se passe à l'est et à l'ouest. Je disais même des rapports qui mentionnent que c'est de 6 à 15 % ce que ça représente en termes de coûts au niveau des barrières interprovinciales qu'on s'inflige à nous-mêmes. Le Québec est le pire au Canada en termes de barrières élevées sur les produits qui viennent des autres provinces. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut faire en s'entendre avec les autres provinces. Évidemment, ça ne viendra pas du gouvernement fédéral, il faut que ça vienne des provinces elles-mêmes. Et ça rappelle aussi l'importance du marché économique canadien. Je sais que présentement, dans les sondages, il y a un parti qui est en avance, qui propose comme première chose à faire à leur retour au pouvoir, si jamais ça se produit, d'avoir un référendum sur la souveraineté du Québec. Je pense que ce projet-là doit être mis sur la glace dans le contexte actuel. Je pense que j'interpelle d'ailleurs le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, à faire preuve de responsabilité et de réalisme. Je pense que déjà qu'on a des problèmes avec nos frontières au sud, la dernière chose qu'il faut faire, c'est commencer à avoir des problèmes avec nos frontières à l'est et à l'ouest pour nos entreprises, pour nos travailleurs québécois. Donc, je pense que puis c'est pas une question d'être fédéraliste, souverainiste ou autonomiste. Je pense que c'est juste le gros bon sens. Notre meilleur partenaire, le plus fiable, le plus fidèle qu'on a actuellement, c'est le Canada. Il faudrait surtout pas commencer à essayer de créer de la chicane avec notre principal partenaire. Et finalement, bien évidemment, M. Trump arrête pas de parler de tarifs, pas juste pour le Canada, mais même pour les autres pays. Et il veut utiliser cet argent-là, notamment pour procéder à des baisses de taxes et d'impôts importantes sur son territoire. Les Québécois sont déjà les plus taxés du continent. Ce qui nous inquiète, nous, c'est que si M. Trump va de l'avant puis remplit son engagement, et on a toutes les raisons de le croire au moment où on se parle, bien, l'écart entre le Québec et les États-Unis va s'accroître. Nos entreprises vont être de moins en moins compétitives, nos emplois encore plus précaires. Puis c'est pas juste à cause des tarifs, c'est aussi à cause de la taxation, de la réglementation, de l'imposition. Et ça, il y a tout un ménage à faire au Québec. Il est temps de cesser de dépenser l'argent comme on fait, d'empiler les déficits comme le gouvernement Legault le fait depuis le début et de commencer à réduire la taille de l'État afin de permettre des baisses de taxes et d'impôts importantes. Donc, c'est pas surprenant, c'est un discours très conservateur, mais je pense que l'heure est au discours conservateur si on veut passer au travers de cette crise-là puis en ressortir plus fort. Sur ce, ça va maintenant me faire plaisir de répondre à vos questions. Bonjour. M. Lotnick, aux États-Unis, vient juste de dire que s'il n'y a plus de fentanyl, il n'y en aura pas de tarifs. Qu'est-ce que ça vous dit? Bien, depuis le début, on s'était fait dire qu'il y avait 2 choses. Rappelez-vous que Donald Trump a justifié ses tarifs envers le Canada. Il a parlé du fentanyl, puis il avait parlé de l'immigration illégale. Et sur ces 2 enjeux-là, fondamentalement, puis oubliez Donald Trump, oubliez les États-Unis, ça fait plusieurs années que plusieurs d'entre nous ont dit qu'il y a un problème aux frontières, qu'il y a un laxisme, notamment au niveau de l'immigration.
Et je pense qu'on est nombreux à souhaiter que nos frontières soient mieux défendues, autant pour le crime organisé que pour le passage de migrants illégaux. Et je pense que là-dessus, là, on serait capable de négocier quelque chose. Je pense qu'il y a une grande ouverture. Même les libéraux à Ottawa, qui ont été ceux qui ont enclenché ce processus d'ouverture-là, même aujourd'hui, eux reconnaissent qu'ils sont allés trop loin. Puis on le voit dans la course à la chefferie du Parti libéral du Canada. Il y a de plus en plus de gens là, qui disent on est allé trop loin, il faut contrôler mieux notre immigration. Fait que je pense que sur le fond, si c'était juste ça le problème, on serait capable d'avoir un accord assez facilement. Avec ce que le fédéral a présenté, le plan d'1,3 milliard de dollars, bon, le plus d'effectifs, c'est-tu possible, vous pensez, de régler ça d'ici samedi? Bien, le problème qu'on a au Canada aussi, c'est qu'on n'a pas de leadership. Il ne faut pas oublier qu'on a un premier ministre qui est en sortie, qu'on a un Parlement qui ne siège pas. On a une Chambre des communes qui a été prorogée, donc la démocratie canadienne est dysfonctionnelle. On risque de se ramasser avec un premier ministre non élu dans quelques semaines à grandeur du Canada. Donc, on s'est vraiment retrouvé dans une position fâcheuse. Puis ça, c'est pas la faute de Donald Trump, là. C'est la faute du Parti libéral du Canada puis de Justin Trudeau, là. On nous a mis dans une position de faiblesse en termes de leadership pour le Canada. Sinon, de quel œil est-ce que vous voyez les différents décrets de Donald Trump aux États-Unis? Bon, c'est un gouvernement qui est plus à droite, vous êtes un parti qui est plus à droite. Est-ce qu'il y a des choses que vous trouvez intéressantes et que vous estimez qu'on devrait peut-être envisager de faire ici? Bien, écoutez, il y en a une aujourd'hui. Même le gouvernement du Québec, ce que j'ai compris, commence aussi à envisager. Là, j'ai vu que l'abandon par l'administration américaine là, du tout électrique, notamment pour les transports. Mais là, le gouvernement du Québec commence à dire on ne veut pas être tout seul sur notre île de Gilligan. Là. J'ai entendu le ministre de l'Environnement aujourd'hui dire ça, dire il faudrait peut-être que finalement interdire les voitures hybrides et à essence en 2035. Il va falloir revisiter ça l'an prochain. Donc ça, je pense que c'est un bel exemple. Là. Le Québec a beaucoup mis d'argent dans ces trucs-là. Nous, vous le savez, depuis le début, on dit que c'est injustifié, que ça n'a aucun sens. On est le seul parti qui s'est opposé à ça depuis le jour 1. Le temps nous a donné raison. Et aujourd'hui, l'heure pour le gouvernement du Québec, c'est de reculer. Et j'espère qu'ils ne vont pas attendre la révision l'an prochain, mais qu'ils vont le faire dès maintenant. Il n'y a pas d'autre chose, juste pour clarifier, il n'y a pas d'autre chose. Bien oui, on pourrait continuer la liste. Là. Je pense que quand on parle des baisses de taxes, des baisses d'impôts, comme je vous ai parlé tout à l'heure, je pense que ça serait effectivement une bonne chose si le gouvernement du Québec pouvait enclencher lui aussi le même processus, réduire le fardeau fiscal des gens puis remettre de l'argent dans les poches des travailleurs. C'est un discours qui nous plaît. Dans Arthabasca, M. Duhem, si j'ai bien compris, vous êtes toujours en réflexion à savoir si vous serez candidat ou pas? Okay. J'avais annoncé, comme vous vous rappelez, il y avait un conseil général le 23 novembre dernier à Victoriaville. J'avais annoncé que j'allais appeler les 1400 membres d'Arthabasca parce que je voulais que ce soit les membres qui décident. J'ai commencé mes appels. J'étais rendu après plus de 200, presque 300 appels de fait au moment où j'ai fait ma crise cardiaque. J'ai l'intention de reprendre les appels. Hier, j'étais dans la circonscription d'Arthabasca. J'ai commencé une tournée de tous les élus locaux. J'ai rencontré plusieurs maires hier. Je vais être encore à Arthabasca demain pour compléter les visites des conseils de ville. Je veux consulter les élus locaux qui sont les plus près des citoyens pour qu'ils me parlent des préoccupations locales et d'avoir aussi leur feedback. Puis la question qu'on a à se poser comme conservateur dans Arthabasca, parce que j'ai fait quand même, comme je vous ai dit, 200-300 appels, là. Les membres, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils veulent gagner. On veut que 530 000 Québécois soient représentés à l'Assemblée nationale. On veut que nos idées puissent entrer au Salon Bleu. Je pense que c'était surtout ça le message que les membres m'ont envoyé. Puis la question, c'est de savoir est-ce que c'est Tarek Enoud, qui était notre candidat lors de la dernière élection, puis qui avait très bien fait. Il avait fait 25 % des votes dans le comté. Est-ce que c'est lui? Puis est-ce qu'ils veulent avoir quelqu'un localement qui était déjà là aux dernières élections? Ou s'ils veulent avoir un chef avec l'attention nationale qui vient avec? C'est un peu ça le dilemme que les conservateurs ont dans Arthabasca présentement. Mais on ne prendra pas de décision avant qu'il y ait une élection. Au moment où on se parle, là, le député d'Arthabasca siège toujours à l'Assemblée nationale. On sait qu'il s'en va. On ne sait pas quand. Puis on sait encore moins quand François Legault va déclencher cette élection partielle. Mais c'est sûr que si vous me dites c'est quoi vos priorités pour la prochaine session, à l'extérieur du Parlement, là, je vous dirais que l'élection dans Arthabasca, c'est notre priorité numéro 1. Okay, parce que je prenais connaissance, là, en tout cas, des grandes lignes d'un sondage que vous avez commandé à Palace qui indique que si vous êtes candidat, les appuis envers votre formation politique là, passeraient de 24 à 28 %. Donc, j'imagine que ça doit vous encourager
probablement à être candidat. Les signes qu'on a, effectivement, le sondage dit que l'impact que le chef aurait, c'est un impact de plus 4 Puis les deux sondages, on en a fait deux. On en a fait un à l'automne, puis on en a refait un au cours des derniers jours. Puis les deux sondages donnent le même résultat en termes d'impact du chef. C'est plus 4 d'avoir un chef plutôt qu'un autre candidat. Donc, c'est pour ça qu'il faut évaluer c'est quoi l'écart, puis est-ce que ça peut faire la différence entre une défaite puis une victoire. C'est ça l'enjeu, puis c'est ça la question à laquelle on doit répondre. Donc, si on résume, il n'y a pas à parier, vous serez candidat. Bien, comme je vous dis, il n'y a pas encore d'élection. L'autre truc aussi, c'est que plus l'élection va être tard, moins on a intérêt à y aller. C'est-à-dire que si, par exemple, prenons le pire des scénarios, là, que l'élection fédérale a lieu juste à l'automne, que le député actuel démissionne juste à l'automne, que M. Legault prend 6 mois avant de déclencher l'élection, comme la loi lui permet. Ensuite de ça, on part en campagne électorale. Vous comprenez que je ne veux pas siéger à l'Assemblée nationale 2 semaines, je n'irai pas perdre 6 mois à faire du porte-à-porte alors que je dois préparer une élection générale. Donc, plus on attend, moins les probabilités que je me présente dans Arthabasca sont élevées. Vous avez sûrement vu les entreprises cette semaine réclamer un gel de tarifs d'hydroélectricité, d'électricité, parce qu'on sait que dans ces investissements, le gouvernement veut refiler la facture, si on veut, une partie de cette facture-là aux entreprises. Vous avez pensé quoi de cette sortie? Bien, je pense que les entrepreneurs ont raison dans le sens où l'heure n'est pas à augmenter les taxes, les tarifs ou les impôts des gens. On est dans une période où ça va être de plus en plus difficile. Et nous, au Parti conservateur, vous le savez, moi, je ne suis pas un grand partisan des subventions aux entreprises. Quand j'ai vu M. Legault, au cours des derniers jours, parler un peu comme à l'époque de la COVID, de pouvoir faire des chèques à des entreprises, pour nous, c'est le pire des scénarios. C'est comme si on n'avait rien appris de ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire. Je pense pas que c'est la façon de faire. Mais cependant, si on est capable de réduire le fardeau qui est imposé à ces entreprises-là, le timing, disons, il n'est pas très bon pour aller augmenter la charge aux entreprises, notamment pour leurs tarifs électriques. Je pense que c'est un très mauvais moment avec la crise qui est potentielle, qui nous guette. Là. En même temps, on dit qu'on se prépare, on ne veut pas de tarifs, là, c'est la ligne qu'on emploie en ce moment, mais on veut se préparer. Le gouvernement, M. Girard le disait hier, le gouvernement sera là pour aider les entreprises qui vont se retrouver avec des impacts là, de ces tarifs-là. Vous proposez quoi, autrement dit, pour essayer de sortir de ça? Au lieu de donner des chèques, ils devraient commencer par pas augmenter justement augmenter leurs tarifs d'électricité. On devrait procéder à des baisses de taxes et d'impôts importantes. Puis on devrait aussi, je l'ai dit tout à l'heure, le commerce interprovincial, je sais que c'est très théorique, mais quand vous regardez les chiffres, c'est assez astronomique, les milliards qu'on pourrait avoir de plus au niveau des échanges avec les autres provinces. Et je pense que c'est ce genre de choses-là qu'on doit faire si on veut s'enrichir. Puis évidemment, finalement, c'est d'exploiter nos ressources. Le Québec, c'est une terre riche en ressources. Toutes les générations de Québécois se sont développées. Allez dans n'importe quelle région, là, l'histoire s'explique par le développement puis l'exploitation de nos ressources. Puis aujourd'hui, au Québec, on a l'impression qu'on n'est plus capable de faire ça. Puis c'est peut-être pour ça qu'économiquement, on a de la difficulté à connaître de la croissance. La SAQ, je sais que c'est un sujet qui vous intéresse. Vous avez vu que les ventes vont monter, mais le prix du vin augmente. M. Girard, tout à l'heure, nous disait, sur le point de vue de la santé publique, c'est peut-être une bonne chose que les ventes diminuent. Vous en pensez quoi? Bien, encore une fois, c'est une façon pour aller chercher plus d'argent dans les poches du contribuable. J'ai vu que une des raisons pourquoi ça augmente, c'est parce que le gouvernement veut que ses marges augmentent. Donc, on veut mettre encore plus d'argent dans les coffres de l'État. C'est une façon toujours déguisée d'aller chercher plus de taxes et d'impôts. Par rapport à la SAQ, de façon générale, on a toujours été favorable à ce qu'il y ait de la concurrence dans le domaine de la vente de l'alcool et du vin au Québec. Et un monopole, bien, malheureusement, les Québécois sont otages de ce monopole-là. Puis aujourd'hui, bien, quand il y a des hausses, ils n'ont pas d'alternative. Parlez-vous à Éric Lefebvre? Oui, pourquoi? Qu'est-ce qu'il vous dit? Parce que là, vous écoutez tantôt, plus il va attendre, moins ça... Mais non, mais ça, c'est... Qu'est-ce qu'il vous dit? Écoutez, moi, je ne suis pas au Parti conservateur du Canada, je suis au Parti conservateur du Québec. C'est pas moi qui décide les stratégies puis ce qui se passe, la régie interne du Parti conservateur du Canada. Je vais laisser M. Poilievre, M. Lefebvre et les autres au Parti conservateur du Canada gérer leurs affaires. J'en ai déjà plein les bottes avec le parti que je dirige. Et comme député indépendant ici à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il vous dit sur ce qu'il compte faire? Bien, écoutez, il m'a dit la même chose qu'il vous a dit à vous, là, c'est-à-dire qu'il a l'intention de démissionner avant l'élection fédérale. Donc, puis là, est-ce que l'élection fédérale va avoir lieu, elle va être déclenchée au mois de mars, parce que c'est ça vers quoi on se dirige. En tout cas, ça semble être présentement le scénario le plus probable. Donc là, faites les calculs de qu'est-ce que ça veut dire en termes d'élection partielle. On sait que M. Lefebvre va démissionner quand il y aura une élection. Là, de ce qu'on comprend,
il va encaisser le dernier chèque de paie jusqu'à ce que l'élection fédérale soit déclenchée. Vous, comme chef de parti, vous pensez quoi de ça? Écoutez, je vais laisser les conservateurs gérer ça. C'est pas à moi à décider qu'est-ce qu'ils font puis à quel moment ils vont décider ça. C'est pas. Des conservateurs, je parle de M. Lefebvre. Bien, il s'en va comme pour le Parti conservateur du Canada. S'il s'en va au Parti conservateur du Québec, je négocierais puis je répondrai à ça. Mais là, c'est pas moi qui va. La même chose avec M. Rodriguez aussi. Là, il y a eu la même chose qui s'est passée au Parti libéral. C'est pas moi qui ai commencé à commenter ça puis à gérer ce qui se passe au Parti libéral. Parlant du Parti libéral de M. Coderre la semaine dernière, qui vous a fait une fleur, je pense qu'on peut dire, en demandant que les libéraux voulaient se passer dans Nebraska. Est-ce que vous demandez au Parti libéral officiellement de faire ça? Est-ce que... Écoutez, il y a une tradition, effectivement, que quand des chefs de parti se présentent dans des élections partielles, il y a des partis qui ne présentent pas de candidats contre eux. On l'a vu notamment, le Parti libéral n'a pas présenté quelqu'un contre Mme Marois quand elle s'est présentée dans Charlevoix. Le Parti québécois n'a pas présenté personne contre Gabriel Nadeau-Dubois quand il s'est présenté dans Rosemont, en une élection partielle, quand il est arrivé. On l'a vu aussi quand Paul Saint-Pierre Plamondon a failli se présenter il y a 3 ans dans Marie-Victorin. Les libéraux avaient dit qu'ils ne présenteraient pas de candidat contre lui. M. Legault a attendu avant de savoir s'il présentait une candidate contre le Parti québécois ou non. Donc, il y a une tradition qui a été respecté, mais pas tout le temps. Hein. Il y a d'autres fois aussi dans l'histoire où ça n'a pas toujours été respecté. J'ai trouvé ça élégant de la part de M. Coderre, mais en même temps, c'est chaque parti fait ce qu'il veut. Mais moi, ma priorité, là, c'est qu'il y a 530 000 Québécois qui ont voté pour nous. Il y a la pire distorsion démocratique de l'histoire du Québec. Puis l'élection partielle dans Arthabasca pourrait être une opportunité pour justement mettre fin à ça et s'assurer que ces 530 000 Québécois-là aient une voix à l'Assemblée nationale. Vous discutez une fois de temps à autre avec M. Poilievre? Oui. J'ai dit ça par le passé. Étienne Grandmont de Québec solidaire ce matin posait la question à savoir si Geneviève Guilbeault n'est pas en train d'envisager une candidature avec le Parti conservateur du Canada. Est-ce que vous croyez à ça? Non. Pourquoi? Parce que je ne crois pas qu'elle va être candidate pour le Parti conservateur du Canada. Est-ce que pas la bienvenue avec M. Poilievre? Mais je pense que c'est M. Girard aussi qui avait évoqué l'idée il n'y a pas longtemps, que le ministre des Finances qui avait dit qu'il rêvait d'être premier ministre des Finances à Ottawa puis qui avait déjà été candidat conservateur dans une autre vie. Je pense que la réponse qui est venue d'Ottawa était assez claire. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui se passe autour du dossier du tramway avec Mme Guilbeault, M. Duclos qui veut faire une rencontre, le gouvernement ne veut pas, mais là, dit qu'il faut qu'on attache le financement rapidement. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette saga-là? Mais je pense que tout le monde essaie de prendre le singe puis de le mettre sur les épaules de l'autre. Il n'y a pas personne, ni le maire Marchand, ni Mme Guilbeault, ni le ministre Duclos qui sont capables de dire que le projet est mort. Mais à un moment donné, il va falloir que quelqu'un le fasse. Ils attendent tous que Pierre Poilievre arrive pour signer l'arrêt de mort du tramway parce qu'ils n'ont pas le courage de l'annoncer. Mais je pense que tout le monde a compris que ce projet-là n'aura pas lieu. Puis si le projet est mort, c'est pas parce qu'il y a un politicien qui a tiré à la plug, c'est parce que la population de Québec n'en veut pas et qu'il n'y a pas d'acceptabilité sociale. Fait que c'est pas Pierre Poilievre qui va... Vous dites que c'est la population qui en veut pas. Mais là, mais Pierre Poilievre, ça arrive au pouvoir. mais ils attendent que Pierre Poilievre arrive pour dire que c'est de sa faute parce que lui, il s'assume puis il le dit qu'il ne mettrait pas une scène. Mais eux, ils font, tu sais, on voit, là, ils se renvoient la balle l'un et l'autre pour essayer de savoir c'est la faute de qui. C'est assez enfantin là, comme jeu, ce qui se passe à l'heure actuelle. Vous dites que la population n'en veut pas, mais il y a quand même 30, pendant 40 dépendamment des sondages, qui en veut. Ces gens-là, c'est du monde qui existe. Je comprends. Effectivement, il y a des gens qui sont d'accord, mais il n'y a aucun sondage qui a dit qu'il y avait une majorité de gens à Québec. Aucun sondage depuis des années, là, pas juste récemment. Là, jamais il y a eu un sondage qui a dit que le tramway avait plus de gens favorables que défavorables. Pire que ça, plus le temps avance, moins il y a de gens qui sont favorables au tramway, plus le tramway coûte cher. Je pense que ce projet-là va finir là où il aurait dû être depuis le début. Parce que le projet de troisième ligne, on peut pas dire que ça a progressé. Non, mais c'est toujours les 2/3 des gens de Québec qui sont favorables au projet de troisième lien, à peu près. Si jamais ça baisse pour le troisième ligne, il faudrait appliquer la même logique. Mais j'ai jamais vu un sondage où il y avait plus de gens opposés que de gens favorables au tramway. Tous les sondages nous démontrent que la population de Québec est majoritairement pour. Un troisième lien, excusez-moi. Merci de me reprendre. S'il y a une élection d'Arthabasca qui est déclenchée demain, est-ce que votre santé vous permet de faire campagne? Écoutez, d'abord, si je suis revenu au travail cette semaine, c'est parce que j'ai passé des tests à effort, j'ai eu mes résultats de mes prises de sang et mes médecins m'ont dit, pas juste pour une élection, mais de façon générale, là, je pourrais reprendre toutes mes fonctions. J'ai même recommencé à m'entraîner. Là, donc, physiquement, j'ai pas de séquelles de ce qui m'est arrivé au mois de décembre. Il y a d'autres questions? Juste de comprendre.
demandez-vous formellement aux autres formations politiques de ne pas présenter? Ça leur appartient. Ce n'est pas à moi de dicter s'ils veulent ou pas présenter. Mais ce que je dis, j'ai juste dit que j'ai souligné l'élégance de M. Coderre qui l'a fait. Et j'ai rappelé les précédents aussi, l'histoire des partis qu'il avait fait. Et c'est élégant de le faire. C'est ça. Ben, c'est comme ça qu'ils le disent quand ils le font aussi. Là. Les partis disent que c'est l'élégance quand ils choisissent de ne pas présenter de quelqu'un, mais c'est pas à moi à décider. Je me souviens que M. Plamondon aussi avait eu des mots en disant que c'était pas normal que 14 % de la population soit pas représentée à l'Assemblée nationale après la dernière élection. Il avait même appuyé nos demandes pour qu'on puisse être présent à l'Assemblée nationale. Vous irez lire ses déclarations, c'était assez clair. Parce que c'est le PQ qui est en tête des interventions. En fait, on est nez à nez. Là. Même le PQ aussi a fait un sondage. Je ne sais pas si vous vous rappelez, avant Noël, il y avait le Parti québécois a fait un sondage. Là, puis on est à 2 % du Parti québécois. Là. Donc, c'est dans la marge d'erreur, les deux partis. Puis la CAQ est un peu plus loin en troisième place. M. Saint-Pierre Plamondon, je laisse la place si vous êtes mis à nez. Écoutez, vous irez lire ce qu'il avait dit au lendemain de l'élection. Vous allez être surpris. Mais en tout cas, de mémoire, cette tradition-là, elle est étendue pour un chef de parti qui n'est pas représenté. C'est une bonne question que vous posez là. Je pense qu'elle est encore plus pertinente parce que, contrairement aux autres, nous autres, on n'a pas de voix à l'Assemblée nationale. On a 530 000 personnes qui ont voté pour nous. C'est jamais arrivé dans l'histoire du Québec qu'un aussi grand nombre de Québécois n'ait pas voix au chapitre. Puis pire que ça, sur un paquet d'enjeux, puis j'en ai parlé de quelques-uns aujourd'hui, que ce soit le privé en santé, que ce soit l'exploitation de nos ressources, que ce soit la dette, que ce soit de bannir la vente d'auto à essence et hybride au Québec. Sur tous ces enjeux-là, on représente une majorité de Québécois, puis on n'a pas un seul député sur 125 qui nous représente à l'Assemblée nationale. Je pense que s'il y a un déficit démocratique quand il y a un chef d'un parti qui est déjà représenté à l'Assemblée, imaginez dans notre cas. Mais là, vous entendez, tout ce qui manque, c'est votre visage sur les pancartes. Bien, si effectivement je suis candidat, vous pouvez être sûr que ma face, ça va être sa pancarte. Est-ce que la décision des autres formations politiques de présenter ou non un candidat, si le PQ, par exemple, se disait d'accord avec ça? Mais écoutez, d'abord, la décision, on ne la prendra pas tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas d'élection. Vous comprenez qu'on n'annonce pas, je ne vais pas faire campagne puis faire du porte-à-porte quand on ne sait même pas s'il y a une élection puis quelle date qu'elle va avoir lieu. Là. Donc, on va faire les choses dans le bon ordre. Là. La première étape, c'est de savoir quand est-ce que l'élection va avoir lieu. L'autre question qu'il faut se poser, est-ce que cette élection-là va être en même temps que Terrebonne? Parce que vous savez comme moi qu'il y a aussi une circonscription qui est vacante à l'heure actuelle, c'est celle que M. Fitzgibbon a quittée en septembre dernier. Donc, est-ce qu'il va y avoir 2 élections partielles au même moment? Ça aussi, ça fait partie de la réflexion qu'on va avoir. Ibis TV, créé pour inspirer.